Tu l'ouvres? Ok. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Merci d'être présents donc, à notre webinar. Est-ce que vous pourriez confirmer dans le chat que vous m'entendez bien, que vous nous voyez bien? Il y a un chat qui est juste à votre disposition. N'hésitez surtout pas. Parfait. Super. Je crois que c'est tout Parfait. bon. Merci. Bon, bah, très bien. Merci à tous donc, d'être présents donc, à ce webinar hein, qui traite d'un sujet assez actuel, assez important en fait, voilà, qui est assez actuel chez nos clients. C'est voilà, les bonnes pratiques du Bring Your Own Device, comment est-ce qu'on va l'implémenter, le sécuriser, le contrôler au sein de l'entreprise. Et on a voulu faire un format, on va dire, de webinar un peu plus intimiste, on va dire, c'est-à-dire voilà, conseil d'experts. Voilà, comment est-ce qu'on va appréhender finalement cette problématique au sein d'un grand groupe ou d'un client de taille intermédiaire, quels sont le contexte, quels sont les prérequis et les étapes finalement de déploiement d'un tel projet. Donc j'ai le plaisir d'être avec Tom Machado, qui est expert Modern Workplace au sein de Synapsys, qui travaille sur ces sujets quotidiennement. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi? Oui, bien sûr. Moi, je suis avec Synapsys depuis 4 ans maintenant. J'œuvre principalement sur des missions autour du Modern Workplace et d'Intune, sur des sujets comme des sujets mobiles, mais aussi des sujets workstation. On va beaucoup parler mobile, on va beaucoup parler MAM et BIOD, faire un petit peu un état des lieux de pourquoi est-ce qu'on en parle également. Des questions auxquelles j'ai apporté des réponses avec plusieurs clients dans le secteur alimentaire, dans le secteur d'énergie, dans le secteur de la banque aussi. On pourrait croire qu'on ouvre trop de portes en faisant du biode, mais la banque aussi fait du biode, donc on sera amené à en parler. Voilà, un petit peu mon parcours, dans le Modern Workplace. C'est ça, exactement. Puis vous avez peut-être pu le croiser aussi dans certaines conférences? C'est possible. On a fait quelques webinaires ensemble. J'ai aussi été speaker sur un événement Microsoft. C'était en septembre dernier. Et d'ailleurs, je fais la petite pub du prochain. La pub du prochain, ça sera en avril. Il y a un événement qui est en train de naître tranquillement. Bonjour aussi à ceux qui nous rejoignent. C'est un peu le rassemblement de toute la communauté Modern Workplace. Exactement. On se réunit, on parle des sujets d'actualité technique, que ce soit la gestion du Mac, que ce soit la gestion du MAM aussi, le conditional access, tout sujet autour du Modern Workplace et de ce qui en découle et des évolutions qui sont là tous les jours. Voilà un peu pour la pub. Eh ben, super. Alors donc effectivement cet événement, donc ce webinaire autour du Bring Your Own Device s'inscrit dans une série d'événements, de tables rondes, d'articles de blog, etc. Autour justement du Modern Workplace. Donc on a eu une table ronde il y a quelques semaines autour du Modern Workplace et de la stratégie hybride à avoir. Et dans quelques semaines, donc en janvier, on aura également un autre webinaire autour de SCCM et Intune, comment gérer un peu ce co-management. On aura également une table ronde autour du cloud et des étapes justement pour mettre en place un projet relativement complexe. Donc voilà, on a vraiment toute une stratégie de contenu finalement autour de ces sujets. Donc n'hésitez pas à être à l'écoute de nos communications, donc on va vous adresser. Et puis sinon, vous pouvez vous rendre sur notre site internet. Quelques mots sur Synapsys très rapidement. Donc Synapsys, c'est une société de services qui est spécialisée sur les métiers de l'infrastructure. On accompagne nos clients, alors essentiellement du CAC 40, du SBF 120, des grandes organisations dans leur transformation finalement des infrastructures. Et puis on est très représentatif sur les métiers du cloud, du digital workplace, du DevOps et également du green IT et de la data plus récemment. Donc voilà, on accompagne nos clients sur des projets de transformation relativement complexes et c'est pour ça qu'aujourd'hui on propose ce genre de contenu à nos prospects, à nos clients. Je m'arrête là. Donc le Bring Your Own Device, est-ce que Tom, tu pourrais déjà peut-être replanter un petit peu le contexte? Un petit peu le décor, oui, bien sûr. Ouais, je comprends. Le Bring Your Own Device, ou on va plutôt l'appeler de manière générale la gestion des appareils personnels, s'applique principalement en mobile historiquement, parce que c'est un appareil qui s'y prête aussi mieux. Ça s'applique aussi au workstation, au poste de travail, on y viendra.
Le BIOD, apporter son appareil personnel dans l'entreprise et y travailler avec, est quelque chose qui, à l'ère du cloud et à l'ère où on utilise des applications, où on utilise tout un contexte et un environnement de travail depuis chez soi avec le télétravail, etc. Oui, c'est d'actualité parce que les utilisateurs ont changé leur méthode de travail. Il y a une vraie aussi demande de travailler avec ses propres outils parce qu'on a de plus en plus l'habitude de travailler avec ces appareils-là. J'ai mes habitudes sur mon PC. Avoir un PC d'entreprise qui parfois est un peu très trop, certains diront verrouillé, bah, trop peu pour moi. J'utilise mes outils, je me sens à l'aise sur ma plateforme. Et là, c'est intéressant d'utiliser son device, mais faut-il cadrer les usages qu'on en fait de cet appareil personnel-là? Il y a des données corporate qui y transitent, et le tout est de cadrer cet usage-là. Donc, on en parle en ce moment parce que oui, il y a une demande de plus en plus, oui, il y a un besoin derrière, il y a une demande de plus en plus forte des salariés, des employés qui ont leurs habitudes et qui ont envie de travailler avec leurs appareils-là. Mais il faut cadrer cette démarche-là. On va différencier et on va expliquer comment on manage ça, comment est-ce qu'on peut justement mettre un cadre technique et concret sur, pour empêcher des débordements et pour bien cadrer cet usage-là qui est l'utilisation des appareils personnels. On va utiliser quelques termes, on peut peut-être commencer un petit peu à en parler. BIOD est donc pour rapporter son appareil personnel. On peut aussi parler on le différencie du COBO, qui est le fait de travailler sur un device qui appartient à l'entreprise et qui est strictement à usage personnel, professionnel justement. Ça, c'est vraiment la différence majeure, c'est que on sort d'un monde où l'entreprise fournissait systématiquement des appareils et de plus en plus on s'oriente vers mais vous avez des appareils, vous pouvez l'utiliser. Les outils cloud s'y prêtent très bien et c'est le moment d'en parler et de cadrer ça. Donc voilà un peu le décor. Le décor. C'est un sujet d'actualité. Je le disais, avec pas mal de clients sur des contextes différents et chacun, à un moment donné de leur parcours dans la transition Modern Workplace, se pose la question de est-ce que je veux du BIOD dans mon entreprise? Est-ce que je veux autoriser les devices personnels à utiliser mes ressources? Okay. Voilà un peu pour le décor. Et je finis juste sur Oui. allez-y, faites le test chez vous. Prenez votre téléphone et renseignez sur une application d'entreprise votre compte d'entreprise. Téléchargez Teams ou Outlook sur le Play Store ou sur l'App Store. Renseignez votre compte d'entreprise et voyez ce qui se passe. Est-ce que oui ou non, vous avez accès, dites-le dans le chat d'ailleurs, est-ce que vous pouvez accéder à vos ressources? Et demandez-vous si c'est ce que vous voulez faire. Et justement, on va apporter les réponses sur comment est-ce qu'on l'empêche, comment est-ce qu'on le cadre. Voilà un peu le... Exactement. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou nous partager un petit peu vos réflexions. Est-ce que vous êtes sur ces sujets en ce moment? Est-ce qu'il y a des complexités que vous rencontrez, etc. On est vraiment là pour vous donner des conseils et pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez surtout pas à réagir dans le chat. On prend en fait vos questions en direct. Donc du coup, Tom, je te remercie. Ouais. Donc du coup, effectivement, la première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on doit se poser encore la question de est-ce qu'il faut l'autoriser ou pas? Comment est-ce qu'on aborde un petit peu ces sujets qui peuvent être un petit peu touchy finalement? Je pense que la première des questions est celle-là à se poser. Est-ce que je veux autoriser l'usage des appareils personnels dans mon entreprise? La première des questions, avant de parler de comment, de MAM, de BIOD, de la protection, des termes un peu techniques, la première des vraies questions, c'est j'ai des outils d'entreprise, des data d'entreprise. Est-ce que je veux que ces outils-là soient accessibles depuis n'importe quel device, qu'il soit personnel, corporate? Est-ce que je veux la visibilité? Ça, c'est la deuxième question qui en découle. Est-ce que je veux la visibilité des appareils qui y accèdent en ayant un contrôle dessus comment est-ce que je cadre finalement cet usage-là? C'est une question importante à répondre parce que chacun a une réponse différente et un positionnement différent par rapport à ça. On serait surpris de savoir qui refuse le BIOD et qui l'accepte. La banque est un secteur extrêmement critique, comme on peut l'imaginer, l'énergie aussi. Pour autant, ce sont des secteurs qui s'y prêtent aussi à l'usage du BIOD parce qu'on peut mettre en place des barrières, on va en parler avec la protection, le MAM, etc. On peut cadrer cet usage-là personnel et ça se fait extrêmement bien avec des outils MDM comme Intune et l'environnement autour avec Entra et tout ce qu'il y a autour et qui fait l'écosystème qu'on connaît. Donc la première des questions, elle est extrêmement importante. Posez-vous là avant de commencer justement cette mise en œuvre du BIOD. Est-ce que j'en veux? Est-ce que j'en veux pas? Les deux sont possibles. On va y venir sur le comment. Exactement.
Donc du coup, effectivement, il y a deux notions dont tu parles, effectivement, quand on rentre un petit peu plus dans cette notion de cadrage un petit Hmm. peu, c'est le biode ou le MAM, en fait. C'est deux philosophies, on va dire. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Je pense que je vais d'abord parler un petit peu du MAM, qui est plus dans l'air du temps aujourd'hui, pour les raisons dont on va parler. Et puis j'enchaînerai sur la gestion de l'appareil en lui-même, où là, j'aime différencier le MDM du MAM et le BIOD du MAM. Le BIOD, on est plus sur la gestion de l'appareil en lui-même, il est vraiment enrôlé, et le MAM dont je vais parler est très tourné sur la data d'entreprise. Sur le MAM, MAM c'est pour le Mobile Application Management. Avant ça s'appelait MAM-WE pour Without Enrollment, pour sans enrôlement. Donc ça dit ce que ça fait. On gère l'application d'entreprise, Teams, Outlook. Il y en a des centaines possibles à manager avec Intune, qui est le MDM de Microsoft. Oui, il y en a plein. À vous de définir quelles sont vos applications d'entreprise. Peut-être que certaines ne seront pas compatibles avec des politiques de MAM. Effectivement, c'est intéressant d'avoir un assessment des applications que l'on veut sécuriser avec du MAM. C'est intéressant de se poser la question dès le début. Quelles applications j'ai et qu'est-ce que je veux sécuriser? Est-ce que toutes mes applications Microsoft sont concernées? Là, c'est la première des choses quand on s'attaque au MAM. Le MAM va permettre depuis n'importe quel mobile, quand je vais déployer une policy MAM, je veux qu'elle soit accessible par ces appareils-là, mais je veux pas que l'utilisateur il fasse n'importe quoi dedans. Je veux empêcher qu'il fasse une capture d'écran dedans. Je veux forcer le PIN quand j'ouvre l'application. Je veux empêcher le partage d'écran. Je veux empêcher la sauvegarde d'un fichier corporate sur mon stockage à moi, personnel. Je veux éviter d'enregistrer une photo qu'on m'a envoyée dans ma galerie. Tout ça, ce sont des règles MAM, des policies de MAM, qu'il est possible de déployer avec Intune, selon les applications, évidemment. Il y a plus ou moins de contrôle. Les applis Microsoft sont évidemment les plus customisables, on va dire. Ça se fait avec ce qu'on appelle des policy MAM, des app protections. C'est un petit peu comme si on customisait l'expérience utilisateur sur des applications, sur les appareils que nous ne voyons pas et que nous ne gérons pas. Les appareils ne nous intéressent pas dans le cadre du MAM. Je me fiche de savoir sur quel appareil tu utilises cette application-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand tu as accès à cette application, tu respectes un certain nombre de règles. Si tu ne les respectes pas, de toute façon, tu ne pourras pas le faire et c'est terminé. À faire du MAM, c'est dans l'air du temps parce que c'est un petit peu touchy, on y viendra certainement dans la suite de la discussion, mais gérer des appareils personnels, c'est quelque chose qui est touchy techniquement, légalement aussi. D'où le MAM, ça se prête plus parce que les clients sont un peu frileux et je les comprends. J'ai aussi cette frilosité quand je fais une action sur des devices personnels. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de voir ni de toucher. Et le MAM s'y prête super bien. Pour autant, on a la maîtrise pleine de la data avec une action très simple. Si le téléphone est volé ou perdu, on peut wiper la data du téléphone. L'expérience utilisateur derrière, c'est qu'une fois que l'instruction du wipe est partie, l'utilisateur se reconnecte sur l'application et c'est exactement comme si c'était un nouvel utilisateur inconnu qui s'y connectait. Il n'y a aucune connaissance sur le device de si oui ou non l'utilisateur était présent. Même le compte n'existe plus sur l'application. Donc, c'est ce qu'on appelle le selective wipe et c'est quelque chose qui marche extrêmement bien et qui s'y prête énormément dans des cas où on a perdu l'appareil. Je parle de mobile évidemment dans ce qu'on se dit. Je ferai une petite aparté sur la workstation à la fin parce que Microsoft a fait un petit pas en avant pour la gestion du MAM, un tout petit. Voilà un peu le point sur le MAM. La différence avec le MDM et donc le BIOD, je dirais qu'elle est principalement sur la gestion évidemment du device, puisque c'est le propre du MDM. La question qu'on se pose, c'est est-ce que je veux que mes appareils qui accèdent aux applications soient des appareils personnels? Évidemment, ça restera des appareils personnels, mais est-ce que je veux qu'ils arrivent dans mon tenant à moi, dans mon environnement Intune, pour pouvoir bénéficier des applications d'entreprise? Là, on est vraiment sur une autre philosophie de MAM, parce qu'on est en train de dire que je veux que cet appareil soit dans mon environnement, soit dans mes groupes Entra, prenne mes policies Entra. Alors oui, il y a des policies personnelles à différencier des policies corporate, donc on ne va pas setter les mêmes choses évidemment. Mais on reste quand même sur setter des paramètres qui restent un appareil personnel. Donc on est sur la gestion du device, avec du MAM, le BIOD et MAM travaillent ensemble, mais on n'est pas obligé de faire du BIOD quand on fait du MAM,
Et on n'est pas, par contre, on est obligé de faire du MAM quand on fait du BIOD également. Faire du MAM, ça veut dire gérer les applis. Gérer les applis, ça s'applique aussi aux appareils qui sont enrôlés. Bon, pour ce qui est du BIOD, oui, c'est demander à ce que l'appareil soit enrôlé. C'est ça que ça dit le BIOD. On demande à ce que l'appareil soit dent tenante et respecte un certain nombre de règles pour accéder à l'application. Donc on va un petit peu plus loin dans le management du mobile. Et je reboucle sur ce que je disais par rapport au légal. Il n'est pas tenu nécessairement d'expliquer ce qui est fait sur des politiques de MAM à l'utilisateur, parce qu'on est sur de la data d'entreprise. Je vous conseille tout de même d'expliquer ce que vous faites avec du MAM. C'est un changement important dans les entreprises, avec les clients avec qui j'ai travaillé. Ça change beaucoup de choses de mettre en place des politiques MAM pour les utilisateurs. On a un code PIN quand on ouvre l'appli. Je peux plus faire de capture d'écran, je peux plus enregistrer mes photos. Sur des clients qui jusqu'alors n'avaient pas de policy MAM, vous allez entendre des utilisateurs venir vers vous et dire mais je peux plus faire ça. Comment ça se passe? Donc vous n'êtes pas tenu de les informer, mais je vous en serai gré. En revanche, pour ce qui est du BIOD, il y a une nécessité d'informer avec des termes of condition, des termes of use. Ils sont plusieurs noms, même dans Intune, ça porte plusieurs noms. Et je travaille avec un client bancaire qui justement a été assez light sur les termes of condition. Et ils sont revenus en arrière en disant en fait, on a voulu sortir le scénario parce qu'on avait un peu de pression pour le sortir. On l'a sorti, il marchait très bien. Mais on a eu plein de remontées de légal et d'utilisateurs finaux qui nous ont dit mais en fait, je ne sais pas ce que vous managez, je ne sais pas ce que vous voyez sur mon mobile, je ne sais pas, vous m'avez demandé de m'enrôler, mais en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous voyez mon numéro de téléphone? Est-ce que vous voyez mes messages, etc. Et l'utilisateur est loin d'être ignorant là-dessus. Il se pose des questions. Alors, il n'a pas toutes les réponses, mais il a les questions. Et avoir une bonne charte et une bonne terme condition, terme of use, c'est déjà quelque chose qui peut s'afficher à l'enrôlement du mobile, dans un cas de MDM et de BIOD. Quand vous vous enrôlez, vous pouvez afficher des termes of condition obligatoires. Et vous ne pouvez pas vous enrôler si vous ne l'avez pas accepté ou lu. L'un ou l'autre, parfois les deux. aussi souvent que possible. Et c'est à ne pas négliger. Il y a des projets qui font machine arrière parce que les termes of condition n'ont pas été assez costauds. Pour le MAM, faites-en une quand même pour expliquer ce qui est fait. Moi, c'est mon conseil. Et, encore plus sur le BIOD, quoi. Ouais, encore plus sur le BIOD parce que voilà, on est vraiment sur les actions possibles. C'est assez déstabilisant quand on voit là, dans la console Intune ce que je peux faire sur un device BIOD. Ça peut être déstabilisant. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que l'outil me l'interdit, parce que c'est un device personnel. Mais j'ai visibilité sur beaucoup de choses et j'ai action sur beaucoup de choses si je le souhaite. Même s'il y a quand même un partage perso-pro, hein, même dans un cadre de BIOD, mais ça peut aller assez loin et assez vite. N'hésitez pas à nous dire, vous, comment est-ce que vous avez abordé en fait cette philosophie, ce type de projet en interne. Tu disais donc effectivement que des fois il y a la mise en place de scénarios, bon ça doit se préparer, on doit un petit peu peser le pour et le contre, finalement voilà comment jusqu'où on va dans le BIOD quoi. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu, enfin nous décortiquer un peu plus justement les étapes de mise en œuvre, par quoi on démarre pour faire en sorte de ne pas aller trop vite peut-être et pas se tromper quoi. Je dirais que une fois qu'on a répondu à la question de si oui ou non on en veut, est-ce qu'on veut du BIOD, est-ce qu'on veut du MAM. Alors je te coupe une seconde parce qu'il y a déjà une question. Est-ce que le MAM s'apparente à du sandbox applicatif? Alors du sandbox applicatif, j'entends, ce n'est pas un complice, mais j'ai préparé quelques petites captures d'écran, pour illustrer un petit peu le fonctionnement du MAM et donc je suis très content de cette question. Je me permets de partager mon écran. Ouais. Vous pouvez me confirmer, Nathalie, si tu peux me confirmer que tu vois bien mon écran actuellement? Non, pas encore. Ça va arriver peut-être. Partager cet écran. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est en train d'arriver. Vous voyez bien les captures d'écran, Nathalie? Ouais, tu me confirmes? Oui, c'est bon. Super. Alors, pour ce qui est du MAM, donc là, vous avez l'ancienne appellation qui c'est du MAM Without Enrollment avec le W à la fin. L'idée est effectivement d'avoir une espèce de conteneur sur l'application en disant voilà, ces applications que moi j'ai listées dans mes policies, elles vont être configurées, l'expérience utilisateur va être customisée
avec tout un tas de règles. Oui, l'utilisateur va avoir son expérience changée. Je l'ai travaillé avec pas mal de clients. Les messages sont assez parlants, mais ne disent pas tout à fait ce que ça fait. C'est-à-dire que vous avez un message quand vous utilisez Teams, c'est que vous récupérez une policy, une app protection policy, ça s'appelle. Vous êtes averti que l'entreprise a changé des politiques et vous êtes averti que votre expérience va changer. L'application redémarre d'ailleurs, obligatoirement. Et l'expérience n'est plus la même. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, d'où l'importance d'expliquer ce qui est fait. C'est ce qu'on appelle les app protection policy. Effectivement, je rejoins la comparaison avec une espèce de sandbox. Quelque part, il y a de ça. On est sur de la configuration d'application, quelle que soit sa provenance. Et quand on parle de Biode, on est un petit peu plus dans un vrai sandbox, plus applicatif ou plus seulement applicatif, puisqu'il y a un vrai espace de travail qui est créé et sur lequel on peut configurer. Je peux configurer un code PIN pour rentrer dans l'espace de travail. Je peux configurer évidemment un code PIN applicatif, mais en plus un code PIN ou des règles dans cette bulle professionnelle, là, dans cette sandbox. Donc il y a la sandbox et il y a l'applicatif. Ça, c'est vraiment dans le cadre du BIOD. Si on reste sur du MAM, on est sur un écosystème réellement applicatif. Là, on a un peu la différence sur cette capture-là du MAM et du BIOD, où vraiment on va gérer, on utilise le mot sandbox un petit peu, juste la data corporate sur la gauche, mais effectivement, sur du MDM et MAM, on est à la fois sur le device de l'appareil, mais aussi de la data corporate. Donc, oui, on configure aussi le comportement de l'application, mais on configure aussi quelques règles sur le device. La visibilité n'est pas la même. La dernière capture concernera la suite de la présentation. Je vais arrêter le partage, faire un petit peu Inception. J'ai une autre question. Oui, bien sûr. Quid du MAM sur les laptops et du VDI pour une expérience similaire à son laptop pro? Alors, le MAM sur le Windows est extrêmement restreint parce que ça n'a pas été je dirais la priorité technique de Microsoft. À vrai dire, il n'y a qu'une seule application qui est compatible MAM, c'est Edge depuis l'été dernier tout juste, pour les premiers qui l'ont eu. Mais c'est très très nouveau. C'est-à-dire que la seule application qu'on peut configurer en MAM, c'est Edge. Il y a d'autres applications qui vont venir, c'est une certitude. Microsoft n'a pas trop communiqué lesquelles encore. Pour ce qui est de l'enrouler les postes de travail, j'y ferai attention parce que le désenrôlement peut laisser un petit peu plus de traces que sur les mobiles. Quand on retire un mobile du MDM, il y a très peu de traces qui restent. Sur le workstation, il y a quand même beaucoup plus d'adhérence sur l'outil MDM, et faire du BIOD enrôlement, c'est pas quelque chose que je conseillerais. Pour autant, faites le test chez vous d'ailleurs aussi. Ouvrez une application Teams sur votre workstation, connectez-vous avec votre compte d'entreprise et voyez si c'est possible de s'y connecter. Et demandez-vous si effectivement c'est ce que vous voulez, ou est-ce qu'au contraire vous vous dites mais putain, je savais pas que c'était ouvert, j'aimerais le faire. Mais du coup, repartager mon écran pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut empêcher ça et comment est-ce qu'on peut cadrer un peu cet usage workstation. Ça fait un très bon parallèle. Je vais partager l'écran. Hop. C'est là qu'entre en jeu un autre acteur, super, qui s'appelle le conditional access. C'est quelque chose que je vous invite à explorer, ceux qui ont et les droits et la compétence technique, pour comprendre quels sont les cas d'usage derrière qui peut en découler. J'entends par là que avoir ouvert ces applications d'entreprise au workstation d'où qu'elles proviennent, c'est peut-être votre choix, mais ça ne l'est peut-être pas. Dans les deux cas, c'est quelque chose que vous allez vouloir cadrer. J'entends par là que beaucoup, notamment dans les clients bancaires, refusent que les applications soient utilisées sur les clients lourds Office. Je veux pas que la personne puisse renseigner son compte du client bancaire dans l'application. Je veux pas qu'il ait accès aux fichiers, parce qu'il pourrait en faire, il pourrait les stocker localement, il pourrait les stocker où qu'il veut, les envoyer à n'importe qui. Du coup, je vais créer une règle de conditional access. La règle de conditional access, elle est là pour dire si oui ou non vous êtes habilité à avoir accès à cette application depuis le device présent.
Là, vous avez le premier encart en haut à gauche qui est une règle assez puissante. J'ai une petite anecdote là-dessus qui permet de dire oui, vous pouvez accéder à Teams, vous pouvez accéder à n'importe quelle application, mais seulement et seulement si la workstation en question est enrôlée dans mon tenant Intune et respecte un certain nombre de règles qu'on appelle des règles de compliance. Donc le conditional access veille à ça et sécure l'accès à la donnée en disant oui, tu peux accéder si tu veux. Par contre, tu te dois d'être enrôlé et tu te dois de respecter un certain nombre de règles que j'ai définies dans Intune. Alors, les règles qui sont définies dans Intune, elles peuvent être plus ou moins poussées, mais ça reste à l'appréciation de chaque client. Petite anecdote sur cette règle-là qui est extrêmement puissante, qui peut être aussi un accélérateur de migration quand vous voulez migrer d'on-prem à cloud où vous voulez davantage de contrôle. Il y a eu beaucoup d'utilisateurs chez le client avec qui j'ai travaillé utiliser les applications d'entreprise sur leur PC perso. Il avait été la question d'arrêter ça et de faire un oui général sur la règle de conditional access en disant stop, on arrête. On arrête l'utilisation de Teams sur les devices qui ne sont pas enrôlés et je requiers que les devices soient enrôlés et compliants. L'idée était de fermer déjà les Mac dans un premier temps, parce qu'on estimait que c'était une population déjà moindre en nombre et un peu moins critique. Donc la règle de conditional access s'appliquait sur tous les utilisateurs qui utilisaient leurs applications sur leur Mac. La réponse, elle a été assez je dirais, explicite, dans le sens où, suite à l'activation de la règle conditionnelle, il y a eu entre 500 et 600 enrôlements dans l'heure qui a suivi, puisque quand vous continuez de vous connecter à l'application Word ou Teams sur laquelle vous n'avez plus les droits, l'application vous invite à vous enrôler. Elle vous invite à vous enrôler vous-même avec le portail d'entreprise. Et les restrictions d'enrôlement n'étaient pas en place à ce moment-là, ce qui a provoqué un enrôlement massif de près de 500 utilisateurs suivant sur le portail d'entreprise. Et il y a eu en une heure 500-600. Donc moi j'avais pris la décision de fermer cette règle-là. Mais on continuait de voir les erreurs d'enrôlement des utilisateurs qui continuaient d'essayer de s'enrôler. Donc je partage cette anecdote, c'est pour bien comprendre qu'il y a une masse silencieuse qui utilise les applications d'entreprise. Elle est là. C'est pas parce qu'on ne les entend pas qu'il n'y a pas ce besoin-là. Il y a un moyen de le voir. On pouvait les règles de conditional access, vous pouvez les mettre en mode report et vous avez une visibilité de qui aurait été bloqué si la règle avait été active. Ça, c'est intéressant. De même qu'il y a des logs Microsoft 365 qui permettent de comprendre qui utilise vos data sur des devices managés ou pas. Ça peut être intéressant avant de déployer une règle de conditional access, de regarder, ok, mais ça va concerner combien de personnes, pourquoi est-ce que je la crée, et ça répond à cette question-là de est-ce que je veux faire du build, si vous voulez pas en faire, et j'ai pas d'avis, je trouve que le MAM est une très bonne solution pour autoriser le build. Maintenant, pour les workstations, il est vrai que je suis pas forcément un grand fan à titre personnel de pouvoir faire du MAM ou faire du build géré dans l'entreprise. Je trouve que voilà, ça a plus de sens. Pourquoi ? Je trouve que le workstation et les possibilités sont à ses débuts sur le management des workstations. On va vers du mieux, hein. On va vers du mieux et je pense qu'on tend vers ça. On tend aussi, je sais qu'il y a une autre solution qu'est le Windows 365 qui permet d'accéder à sa workstation d'entreprise depuis Internet. Donc là, on n'est même plus sur oui ou non, j'enrôle mon PC physique, mais plus à je vais pouvoir accéder à mon environnement de travail depuis Internet. Et ça, j'y crois plus. Ça, je crois plus en ce développement de ça, parce que le Windows 365 est une workstation virtuelle qui est sur Internet, sur les serveurs Azure, Entra. Et je peux y accéder avec une simple connexion Internet et la machine, elle est gérée, elle est compliante et elle est configurée. Je crois plus en ce développement-là, plutôt qu'en rendre un PC, en tout cas enrôler mon propre PC à moi pour pouvoir accéder à des applications. Je trouve que c'est un peu cavalier de faire ça sur des workstations, mais ça reste ton opinion. opinion. Et ça, ouais. En fait, je vois le développement de Windows 365 et je me dis que Microsoft a envie que ça soit là, le devenir, et je pense qu'on tend vers ça. Okay. De là à remplacer les workstations physiques, je pense qu'on en est encore un peu loin, bien que je soupçonne MS d'avoir cette idée derrière la tête. Il y avait encore une question, je pense, qui était sur le sûr. sujet peut-être juste d'avant. Je vais enlever le partage. Ouais.
en disant est-ce que des tests ont déjà été faits pour vérifier que les données ont bien été effacées après un désenrôlement Ouais. ou après la perte de l'appareil dans un contexte MAM? Comment cette bulle, cette sandbox est protégée? Alors, ce qu'il faut comprendre d'ores et déjà, c'est que la data, elle est chiffrée, et le seul utilisateur a cette clé de déchiffrement. C'est une policy de la protection. On peut requérir que la data soit chiffrée. C'est-à-dire que si l'utilisateur n'a pas été authentifié sur l'application, la data est inutilisable de toute façon. Et seul l'utilisateur a la clé de déchiffrement. Donc, là-dessus, on est déjà secure dans l'utilisation de la data. Et si on parle de désenrôlement pur, il n'y a aucune trace de l'environnement qui a été mis en œuvre par le MDM auparavant. Il n'y a plus de traces. Il y en a. Va peut-être y avoir le compte qui avait été utilisé, le compte en question, mais il n'y a plus de traces de la donnée. Là où sur la workstation, c'est beaucoup plus compliqué. Là, sur le désenrôlement d'une workstation, faites le test d'une workstation enrôlée, désenrôlez-la, vous allez voir qu'il y a beaucoup de données qui restent sur le poste, que ce soit des applications, des fichiers, des configs, même des infos sur le tenant. Pour ça que souvent les désenrôlements, ce sont plutôt des réinitialisations qui sont faites. J'enlève le mot masterisation, mais on est plus sur de la réinitialisation et sur un redéploiement autopilote si on utilise autopilote. Donc, sur le mobile, ça s'y prête bien. Il y aura peut-être une trace sur du compte utilisé, mais sur la data, en tout cas, elle est wipée totalement et elle est safe. Et ce sont des process qui ont de la maturité. On sort d'Intune, et je fais une petite aparté là-dessus, mais tout ce que je viens de dire sur MDM, MAM, etc., c'est vrai que j'ai une casquette très Intune que j'aime beaucoup. Mais le process du MAM, le process du MDM, ils ont plus d'années qu'Intune encore. Et ce sont des protocoles qui sont là depuis un bon moment maintenant et qui ont fait leurs preuves, quels que soient leurs outils. Je travaille avec Workspace ONE aussi avant, et c'est des choses qui sont réalisables également. Ça peut mettre en place Workspace ONE est un outil MDM, et on peut faire du MAM aussi dans d'autres environnements sans souci. Ok. Tu parlais des étapes de mise en œuvre tout à l'heure. Je ne sais pas si finalement tu as indirectement, tu as couvert tout ce cycle, ou tu veux peut-être y revenir un petit peu? Ouais, peut-être sur la différence entre la protection, la configuration et le conditional access. Juste un petit peu, c'est ces trois acteurs qui vont vous faire une politique de MAM cohérente. On est sur la protection que j'ai partagée tout à l'heure, où on voyait le copier-coller interdit, on voyait tout un tas de protection de la donnée. C'est ce qu'on appelle la protection, et c'est ce qui va vous permettre de protéger votre donnée une fois que l'utilisateur y a accès. Mais avant ça, il y a le conditional access, et c'est pas une feature qui est là par défaut, dans le sens où oui, la feature existe, mais il n'y a pas de règles qui sont créées quand vous créez un tenant Intune. On vous propose des règles, mais vous n'avez pas de règles par défaut. Donc pour ça que beaucoup de clients se rendent compte un peu tard parfois que le MAM est déjà ouvert ou le MDM est déjà ouvert. On s'en rend pas forcément compte. Donc il y a cet acteur du conditional access qui est un acteur extrêmement important dans la mise en œuvre et l'autorisation ou l'interdiction de devices personnels. Ça, c'est le deuxième acteur, avec la protection. Il y a aussi l'app-config. L'app-config est un petit peu plus technique, puisqu'on est là pour configurer l'application en elle-même. Je veux forcer l'activation d'une feature. Je veux désactiver une feature dans l'application. Je veux peut-être relier mon application à un tenant. Je prends un tenant, quelle que soit l'application finalement. Je veux aller forcer des paramètres dans l'application, et ça passe par des apps configurations. Là où c'est un peu technique, c'est que du coup chaque application va avoir ses propres apps config. Il faut se renseigner auprès de l'éditeur sur comment est-ce que je peux configurer votre app. Comment est-ce que j'ai envie de forcer ça sur l'ensemble de mes utilisateurs. On s'éloigne presque un petit peu du sujet appareil personnel, parce qu'on peut faire de l'app config sur des devices corporate. Defender est un excellent exemple. Si je veux forcer des comportements de ma config Defender, je peux le faire sur des devices corporate aussi, à travers une app config. C'est même parfois la seule solution qu'on a pour être certain que c'est le MDM qui va gérer ces paramètres-là, et pas l'utilisateur qui, on l'espère, va cocher ça. Donc, il y a ces trois acteurs, les apps config, les apps protection et le conditional access, qui ensemble
vous permettre de garantir une stratégie cohérente et complète sur la flotte mobile, puisque sur Workstation, pour l'instant, on est au début du même. Ok. Voilà un peu pour la présentation des trois acteurs. Vas-y. Tu veux peut-être nous partager quelques cas concrets d'application? Tu parlais dans une grande banque, je sais que tu es intervenu Ouais. dedans. Chez un retailer aussi. Voilà, est-ce que tu peux peut-être nous raconter quelques anecdotes? Alors oui, effectivement, j'ai raconté cette anecdote sur le biode qui avait été autorisé. J'ai connu l'inverse aussi, et là le retour a été assez bien accueilli, de dire ils avaient fermé, il y a une grande demande de l'ouvrir sur les devices personnels. Et finalement, à la fois le client était content dans l'IT parce que ça a permis d'arrêter de fournir des téléphones et des appareils aux utilisateurs. Donc il y avait moins d'appareils sur le parc gérés. Alors ça pose aussi plein de questions, mais il y a eu le client s'y est retrouvé dans cette décision-là parce qu'il y a moins de téléphones fournis. Le parc se modernise en fonction de l'utilisateur, donc quelque part on s'en fiche même un petit peu parce que ça soulage un peu le parc. Et l'utilisateur était content également de leur côté, ils étaient habitués à leurs outils. Alors, certains ont quand même demandé un deuxième téléphone parce que la transition s'est faite progressivement. Mais parfois, l'entreprise a laissé le téléphone, mais leur a dit je vous redonne un téléphone, mais sachez que vos applis, vous pouvez les utiliser chez vous sur votre téléphone. Tout est cadré, etc. Mais sachez que c'est possible. Et de toute façon, l'expérience sera la même que sur votre téléphone perso, puisque la policy même s'applique sur les deux types de téléphones. Donc, finalement, vous allez vous retrouver sur la même expérience. Et l'utilisateur, une fois qu'il comprend ça, qu'il va y gagner également, il accepte et il accueille ce changement avec plaisir. Je vois qu'il y a eu un petit partage direct des conditionnel access. Effectivement, c'est un chantier qu'il faut penser à ce moment-là. Et il y a tout un champ de possibles qui est offert. Et c'est totalement, je vois qu'il y a une question sur un moyen économie au niveau du DSI. Pour ce qui est du parc, oui, parce que vous allez avoir moins de devices. Alors le biode, tout dépend moi, effectivement, l'utilisation des appareils personnels, je préfère ce terme-là, mais je pense qu'on est en phase. Oui, ça réduit le nombre de devices gérés, et donc le renouvellement de flotte est moins coûteux. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que si vous autorisez les devices personnels, vous offrez à plus de diversité dans votre parc. Je sais qu'il y a des clients qui adorent avoir un seul modèle de téléphone ou de workstation. Effectivement, ces clients-là vont peut-être regretter de ne plus avoir un seul modèle unique. Alors, sur les Polysymum, il est possible de dire oui, mais je veux que les applications soient uniquement utilisées par des appareils de type d'un manufactureur en particulier. Je peux aussi demander à ce que le téléphone respecte une version minimum de version. Donc il y a quand même quelques règles qui vous permettent de unifier le parc personnel, mais je mets des grosses guillemets parce que, à mon sens, on s'éloigne de la philosophie de l'appareil personnel. On est en train de l'autoriser, mais on veut unifier le parc sur des appareils qui ne nous appartiennent pas. Quelque part, on intervient presque là où on devrait peut-être pas intervenir. C'est mon ressenti. Mais oui, ça permet de réduire les coûts parce que on a moins de téléphones dans la nature. Donc c'est plutôt avec plaisir. Mais oui, c'est quelque chose qui peut fâcher un petit peu, notamment ceux qui aiment avoir du biode sont les clients qui veulent de la visibilité sur qui accède à mes ressources. Je ne suis pas en train de dire que si on fait du MAM, on n'a pas la visibilité de qui accède à mes ressources, puisque c'est un peu plus compliqué, mais on peut l'avoir. C'est un peu plus compliqué. Là où le biode, on est certain de qui l'utilise, on sait qui utilise le device, on sait quand il l'a utilisé, on sait son numéro email, on sait plein de choses. Peut-être trop de choses, certains diront, mais on sait qui l'utilise et au moins on est certain que ce sont des appareils que moi j'ai autorisés. Règle de conditional access qui permet de s'y intéresser. Il y a une règle que j'aime beaucoup dans les règles de conditional access. C'est celle de dire que oui, tu peux accéder à cette application sur ton device personnel. Par contre, si l'application n'a pas de protection policy, donc ce qui permet de sécuriser la data, pour le petit rappel, eh ben, tu peux pas y aller. Donc ça force à utiliser des app protection policy en cadrant l'application, mais vous fermez pas la porte aux devices personnels et vous demandez pas à ce qu'ils soient enrôlés.
Et c'est une très bonne règle de conditional access qui vous oblige à déployer de la protection et qui vous oblige à cadrer l'application. Je rappelle, et un dernier rappel, que les règles MAM s'appliquent aussi aux devices que vous avez d'enrôler. Vous ne pouvez pas faire une faire une policy Teams pour les appareils enrôlés. Ça pourrait se faire en changeant l'assignement, mais vous auriez une policy MAM BIOD et une policy MAM corporate. Je ne sais pas que c'est pas possible techniquement, mais est-ce qu'on en veut de deux règles MAM différentes pour finalement des appareils différents? Moi, je pense qu'il y a une règle MAM pour une application, pas vraiment une règle MAM pour. À mon sens, c'est la porte ouverte à des exceptions. Si ça se sait, on va avoir peut-être un directeur qui va demander une expérience peut-être un peu plus libre, alors que idéalement le moins d'exceptions le mieux, comme j'aime à penser, mais on sait que ça arrive. Je vois qu'il y a une petite question sur le. Allez-y, là c'est le moment. De toute façon, on est sur la fin du webinaire, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Rencontrer des problèmes de version applicative d'une version d'OS en particulier. C'est vrai, il y a des applications, alors beaucoup moins sur les applications modernes, je dirais, qu'on a souvent l'occasion d'utiliser, mais il y a des applications qui ne sont plus supportées sur certains OS. La protection policy vous pouvez dire dans la protection policy, oui, tu peux utiliser cette appli, sauf si tu es inférieur à cette version d'OS. Ça vous permet de vous protéger d'utilisateurs qui viennent vous voir en disant mais regarde, moi j'ai un écran blanc étrange quand j'accède à cette page dans l'appli. Oui, la réponse c'est parce que en fait tu as une version d'OS trop minimum, enfin trop basse. Vous pouvez le dire dans la règle, et il aura un joli message lui disant votre version d'OS est trop faible pour accéder à cette application, veuillez voir avec votre administrateur. Bon, il va venir vous voir, mais vous serez certain que ça va bien se passer. Le patch management n'est pas possible sur des appareils personnels. Alors, je parle du patch management de l'OS, pas de l'appli. Si je parle du patch management de l'OS, que l'utilisateur ait un device personnel d'enrôlé ou qu'il soit sur du MAM, non, il n'y a pas de patch management, et je dirais heureusement quelque part, puisque on n'aurait pas à faire ça, nous, membres de l'IT, sur des appareils qui ne nous appartiennent pas. On est sur des devices qui sont des devices personnels, et nous, membres de l'IT, on n'a aucun droit et technique et légaux pour intervenir sur un sujet aussi sensible que du patch management d'OS. Sur du patch management applicatif, vous pouvez forcer effectivement des matchs de version, forcer des matchs de version, oui, c'est quelque chose d'entendable, mais sur la version d'OS, malheureusement, ou heureusement plutôt, heureusement. Il y a une question intéressante. Sur le oui, donc chez nous, il y a pas mal de réfractaires pour l'enrôlement Intune MDM sur BIOD. C'est que ça remonte pas mal d'infos dans la console MDM, et si on veut supprimer à distance le profil entreprise, ça supprime aussi le reste de ce qu'il a sur le téléphone, partie personnelle. C'est le cas de ce qu'ils ont observé. C'est très vrai. En fait, souvent, le BIOD le BIOD MDM est souvent mis en avant en premier parce qu'on se dit j'ai enfin la maîtrise. Ensuite, on se rend compte, et je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le nombre d'infos qui est remonté. Je dirais pas qu'on peut tout voir, parce que les solutions MDM comprennent que c'est un appareil personnel et font une différence entre les deux. Mais je sais qu'il y a des wipes d'action je fais un cas très concret, mais un wipe, si je wipe le wallet d'un iOS sur un appareil personnel, ça wipe le wallet de l'utilisateur. Donc, j'ai pas accès au wallet, attention, mais je suis en train de wiper le wallet d'un appareil personnel. C'est un des exemples qui, je sais que dans un client bancaire, a fait tiquer. Je dis, mais t'es en train de dire donc le droit a été désactivé dans Intune pour que personne ne le fasse, mais ça reste quelque chose de faisable, entendable. Donc, en fait, la réalité des choses, c'est qu'il y a beaucoup d'infos qui sont remontées, et je dirais que le champ d'action des possibles est beaucoup plus grand sur du MDM que sur du MAM, où on ne s'intéresse pas à la data. Donc, ouais, je comprends les réfractaires au BIOD, tout comme j'entends les arguments du MAM. J'ai à titre personnel plus d'attrait envers le MAM, parce que je trouve qu'on n'a pas forcément à s'inquiéter de la data du moment qu'elle est sécure et qu'on l'a cadrée avec des règles qui ont été bien définies, elle est chiffrée, on peut la wiper si le téléphone est perdu, on a mis tout un tas de règles dans la protection. Il y a ce qu'il faut dans la data, et je pense que la data est le cœur de ce
ce pourquoi on fait tout cela, finalement, la gestion de l'appareil, oui, c'est important. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas important, mais toute la gestion du poste qu'on a tous, qu'on aime tous plus ou moins à penser, elle est là pour sécuriser la data qui est dedans ou qu'on utilise. Le poste en lui-même, c'est juste une carte mère et un écran. Donc, finalement, c'est mon avis, hein, je livre mon sentiment, mais je pense que le nerf est dans la data et qu'à mon sens, le MAM, on a tout intérêt à en avoir. Et d'ailleurs, faire du MAM n'est pas incompatible avec de l'MDM. Donc, Une autre personne a réagi ouais, en ouais, expliquant que l'application du NAP Protection Policy a posé quelques soucis sur la synchro des ouais, contacts Outlook, appli Contact Native, sur certains iPhones des dirigeants. Du coup, ouais. ils ont fait marche arrière pour effectivement s'y remettre au début. Il y a, C'est qu'il y a beaucoup qui ont fait un peu un faux départ à un moment donné. je dirais que c'est intéressant d'aborder les métiers au moment où les tests sont réalisés, d'avoir des pilotes métiers dès le début d'une initiative de build. Et je comprends parfaitement la marche arrière. Ça, de là à dire un faux départ, je ne sais pas si on pourrait employer cette expression-là, mais je dirais que pour partir, pour faire un bon départ, je dirais, il est important d'onboarder les métiers avec ce projet-là, en ayant un pilote par métier. Je sais qu'il y a des contacts, enfin, il y a le contact Outlook application qui peuvent être, on se retrouve parfois avec deux contacts différents, enfin, qui sont le même contact. Euh, Tout ça dans la protection, effectivement, plus on met des grosses protections et plus on se heurte à des effets un peu comme ça. Je sais que OneDrive est un petit peu fait, parfois un peu des caprices selon la version d'OS. On a des fichiers qu'on peut parfois pas accéder. Parfois, ça change notre utilisation de OneDrive à nous, dans notre OneDrive à nous. Je sais que OneDrive a un peu cette tendance-là à être capricieux sur certaines versions. Et ça fait un très bon parallèle avec un point où je dirais que faut pas oublier qu'on est sur des devices perso euh, et que plus on met de règles lourdes et plus on impacte l'expérience utilisateur, certes sur la data d'entreprise, mais sur le device personnel. Ça reste un device qui a été acheté par l'utilisateur et qui appartient à l'utilisateur. Rendre pénible l'utilisation de son propre device, ça peut être assez mal perçu. Et là, en revanche, il y a des projets qui font marche arrière et qui ont une très mauvaise pub parce que les règles ont été trop fortes. On a un code PIN pour déjà allumer le téléphone. On a un code PIN pour rentrer dans l'espace professionnel s'il y en a un. Il y a un code PIN pour rentrer dans l'application. Ça fait déjà 3 codes PIN qui, en plus, on peut le configurer, mais ça peut être 3 codes PIN différents. Donc pour l'utilisateur, c'est extrêmement complexe. L'IT, c'est pas son métier. Lui, il veut juste travailler. Et en fait, l'IT a rendu l'utilisation de son device difficile, plus difficile que ça l'était avant. Et la pub est extrêmement mauvaise sur le projet et on se retrouve à faire des marches arrière. Donc il y a un vrai design à faire de la protection policy, tout comme il y a un vrai design de conditional access rules pour définir qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas. Donc, Mais tu conseilles d'y aller plutôt léger. ouais, de manière générale, ouais. Ouais, je dirais de manière générale. Alors, la protection est là pour cadrer l'utilisation de l'appli, mais je dirais de jamais oublier, de garder toujours en tête quand on coche oui ou non. C'est pas juste un oui ou non. Derrière le oui ou non, il y a toute une expérience utilisateur qui change. Et je dirais qu'il faut garder en tête à chaque fois qu'on clique oui ou non, attention, il y a un utilisateur derrière et je vais toucher un appareil perso. C'est la data d'entreprise et là-dessus, on est tous d'accord qu'il faut la sécuriser. Gardons à l'esprit qu'il y a aussi peut-être un peu d'eau à mettre dans son vin dans les deux côtés entre je veux sécuriser ma data et évidemment et l'expérience utilisateur elle est là, quoi. Après voilà, chaque client a son curseur par rapport à ça. Je sais qu'il y a des clients qui font très attention, d'autres qui font moins attention. Je ne dis pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises situations, mais je dirais que il faut garder à l'esprit que ce sont des devices personnels. Ok. Ouais. Voilà un petit peu sur. Un mot de la fin. Quelques conseils, je dirais que le BIOD, ou plutôt l'utilisation des devices personnels, n'est pas réservé à un secteur d'activité. Je travaille avec du BIOD en banque, je travaille avec du BIOD dans l'énergie, dans le service aussi. Ce sont des secteurs d'activité qui s'y prêtent aussi. Je pense que la première des questions, elle est importante à se poser si oui ou non on veut en faire. Cette question, elle se pose parce que les usages ont changé, les salariés, les employés ont des envies et des exigences différentes. Le Covid a peut-être accéléré ça,
Mais aujourd'hui, on veut de la flexibilité, on veut de la modernité quand on travaille. Et, c'est pas un danger l'utilisation des devices personnels. En tout cas, je le vois pas comme ça à titre personnel. Je le vois comme un nouveau cas d'usage qu'il faut adresser en l'interdisant ou en l'autorisant et le cadrant, mais il faut y répondre. Et je pense que, alors, je rejoins certains qui diront, mais moi je ne savais pas à ce moment-là. C'est vrai que il faut de l'expertise technique pour avoir ces questions-là et ces réponses à ces questions. Il faut s'entourer d'experts techniques qui ont les connaissances et les réponses et qui peuvent vous guider dans ce cap-là, qui n'est pas un mauvais cap, c'est pas une mauvaise chose le biode. Si vous décidez de ne pas en faire, c'est tout à fait compréhensible. Tout comme si vous souhaitez le faire, je serais le premier à vous serrer la main et à essayer de comprendre quelle est la philosophie derrière de la protection policière. Voilà un peu mon ressenti par rapport à ça. Sur la workstation, on en reparle dans quelques temps, mais je faisais le parallèle avec Windows 365. Je pense qu'on est plutôt dans ce devenir-là. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si c'est quelque chose c'est une solution que vous avez à un moment donné essayé. Je sais que beaucoup de clients le silencent et essaient de voir. Je sais que le pricing est un peu fait sujet à débat, mais c'est une solution qui, à mon sens, est justement orientée pour les usages sur des devices personnels et qui veulent accéder à des ressources d'entreprise. Je sais que le Windows 365, c'est une solution qui plaît énormément et qui est très séduisante et qui est très facile à utiliser. MS met beaucoup de moyens dessus. Donc, je vous invite à creuser cette piste-là. Je sais qu'on en a fait quelques-uns, quelques réalisations, une ou deux chez deux clients là, sur le Windows 365. Donc, pas hésiter à essayer de creuser cette piste-là si vous voulez. Workstation, un cas concret, vous pouvez très bien fermer dans les règles de conditional access les ressources d'entreprise aux devices non enrôlés. Et puis ensuite, vous mettez du Windows 365, vous enrôlez vos Windows 365, et ainsi, toutes les workstations qui pourront accéder à vos ressources seront enrôlées, et vous avez la visu dessus. Ça peut être extrêmement intéressant pour les externes, et même les internes d'ailleurs. Mais pour les externes, rendez-vous compte qu'il y a juste besoin d'une workstation, il se connecte au Wi-Fi, et il a accédé, Wi-Fi guest ou quoi, et puis il a accès à sa workstation qui est enrôlée, qui est secure et qui a toutes ses applis dessus. Quoi. Okay, super. On demande si on partage l'enregistrement. Oui, on va partager l'enregistrement. Bien sûr, vous allez recevoir le replay juste après. Super. Donc, merci beaucoup pour votre présence et votre participation, parce que pour le coup, il y a eu beaucoup de questions, donc c'est toujours agréable. Merci Tom. Avec plaisir. Je suis très content d'avoir pu apporter ce regard-là. Et puis, je sais qu'on a pu échanger avec certains d'entre vous, à l'occasion sur LinkedIn ou sur les réseaux. Mais n'hésitez pas, moi je suis avec grand plaisir, je répondrai à vos questions et vos retours d'expérience si vous avez des retours à partager ou simplement exprimer un point de vue par rapport à ce qui a été dit. Moi je serai le premier à les accueillir et puis ouais, carrément, et puis il y en aura de toute manière d'autres de ces tables rondes là. Donc, exactement. Je vous ai d'ailleurs partagé un lien sur la prochaine table ronde sur SCCM à l'ère d'Intune, comment gérer le co-management ou justement initier cette migration. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis voilà, on vous fera un mail donc avec le replay juste après. Et vous pouvez nous contacter si vous avez des idées, des réflexions sur ce sujet. Je vous dis un grand merci et puis je vous souhaite une très belle journée. Salut tout le monde, merci à tous d'être venus, c'est gentil, merci beaucoup, bon courage.